Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, l'état actuel du marché musical français. Pour en parler, nous accueillerons Patricia Saran, directrice de communication du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. Elle nous aidera à mieux comprendre l'intérêt d'un tel syndicat et nous éclairer sur ses principales missions. Dans une deuxième partie de l'émission, nous évoquerons le cas du streaming. Devant la croissance importante du marché, peut-on aujourd'hui diffuser son projet musical exclusivement sur des plateformes comme Spotify, Apple Music ou Deezer et gagner correctement sa vie? Nous ferons un point détaillé sur ce sujet. Enfin, si vous êtes un jeune producteur, nous vous donnerons quelques conseils importants avant de lancer votre projet. Voilà pour un aperçu du programme. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Pour débuter cet épisode, nous accueillons Patricia Saran, directrice de communication du SNEP. Bonjour Patricia. Merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le SNEP et ses principales missions? Bonjour à tous. Donc le SNEP, c'est le syndicat national de l'édition phonographique, un nom barbare pour dire qu'en fait, on est l'organisation représentative patronale des labels et producteurs de musique en France. Nous ne sommes pas les seuls, il y a un autre syndicat qui s'appelle l'UPFI, mais nos membres qui se regroupent les trois majors et une soixantaine de labels indés représentent à peu près 75% du chiffre d'affaires de la musique enregistrée en France. Et nous portons auprès des pouvoirs publics les intérêts des maisons de disques, ou en tout cas des producteurs, avec tous les sujets que vous pouvez imaginer, qui vont du crédit d'impôt, en passant par l'expulsion de la musique dans les médias, de la production française. On gère aussi les outils économiques du métier, les classements des meilleures ventes, l'Airplay avec Yacas, des certifications, les disques d'or, c'est nous. Voilà en gros la représentation des intérêts des producteurs et faire valoir un petit peu les besoins de ces micros ou moyennes ou grandes entreprises. Comment se comporte le marché de la musique en France? Quelles sont les grandes tendances, les grands bouleversements? Si je veux vous donner une petite synthèse rapide du marché de la musique enregistrée aujourd'hui, je peux vous dire on est alors à peu près flat sur l'année 2020 avec un plus 0,1. Ça, c'est si je vous donne tous les modes de revenus de l'année qui sont les revenus physiques, les revenus numériques, les droits voisins et la synchro. On est, on va dire, à niveau quasi égal avec l'an dernier, ce qui en soi n'est pas si mal compte tenu de ce qui s'est passé avec 3 mois sur 12 de fermeture de points de vente et dont le mois de novembre qui, rappelons-le, est un des mois les plus importants pour les ventes physiques. Ce qui m'amène à vous dire que le marché français est encore un marché où les ventes physiques sont substantielles, alors certes moins qu'il y a encore 3-4 ans, mais elles représentent, pour vous donner un ordre de grandeur, un quart des ventes entre physique et numérique. Et pour vous donner aussi une idée, dans les grandes ampleurs, on a un marché qui est strictement l'inverse de celui d'il y a 7 ans. C'est-à-dire, il y a 7 ans, notre marché français était aux 3 quarts physique, 1 quart numérique. Aujourd'hui, c'est strictement l'inverse. Le numérique, c'est près de 3 quarts des revenus. Et le physique, comme je vous le disais, 1 quart. Je tiens quand même à dire qu'en 7 ans, cette industrie de la musique s'est réinventée et a retrouvé un business model qui, s'il n'est pas parfait, est néanmoins satisfaisant parce que c'est de nouveau une création de valeur et un consentement à payer des consommateurs. On a l'impression que les artistes français s'exportent bien. Les chiffres le confirment? L'export des talents made in France, c'est pas nouveau, mais c'est franchement un beau succès. D'abord, là aussi, pour vous donner un ordre de grandeur, sur les à peu près 780 millions du marché français, si on enlève les droits voisins et la synchro, on va dire que le marché des ventes physique numérique dont je parlais tout à l'heure est à 475 millions. L'export des artistes produits en France, qu'ils soient d'ailleurs de nationalité française ou pas, peu importe, ce qui compte, c'est le lieu de production. Ça représente à peu près 14%, 15% en plus de ce chiffre-là. Ce que je peux vous dire d'intéressant, c'est que évidemment le streaming et le développement de cet usage dans le monde a considérablement joué en faveur de l'exportation de nos talents. Tout simplement parce que autrefois c'était compliqué de développer une carrière à l'inter parce qu'il fallait faire voyager des CD, ce qui coûtait cher. Il fallait les pouvoir convaincre des affiliés ou des labels indés à l'étranger de vous sortir. Aujourd'hui, c'est plus la peine. Quand vous êtes sur une des plateformes de streaming, vous êtes dans tous les pays. Donc après, c'est une question de savoir émerger du bruit et de l'immensité des contenus. Mais en tout cas, ça a beaucoup joué en faveur des talents français qui avaient déjà une tradition d'export assez forte. On a de plus en plus de talents, c'est-à-dire qu'au-delà des
des grandes stars de l'export qu'on a tous en tête et qui le sont toujours. Et je pense évidemment à David Guetta, qui est quand même l'artiste emblématique de l'export, de la production française. Au-delà de lui et de ses successeurs, les Petits Biscuits, les Offenbach, en tout genre sur la musique électro, mais au-delà de ce qui a longtemps été un peu une partie réservée à un style musical. Pour vous donner une idée, le rap et les musiques urbaines rejoignent maintenant, depuis cette année, l'électro en tête des plus grands succès export. L'électro a 37% des certifications, parce qu'on a les certifs aussi à l'export, sur les mêmes critères que la France. Et le rap et les musiques urbaines aussi 37%. Donc à eux deux, ces genres musicaux dominent les certifs. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il y a eu 65 artistes certifiés cette année. Ces 65 artistes français certifiés, c'est 18% de plus que l'an dernier. Quels sont les styles musicaux qui rencontrent actuellement une forte croissance ? C'est le rap et les musiques urbaines dans leur ensemble. Pour donner là aussi un chiffre qui illustre, c'est plus de la moitié du top album. Il ne faut pas pour autant penser que la production en France et les succès en France ne se concentrent que sur ces styles musicaux-là. La pénétration de l'urbain et du rap sur l'ensemble de la conso, on est plus près du tiers de ce qui est consommé que de plus de la moitié. Vous voyez, le top donne toujours un peu un effet loup des succès qui se sont le plus vus. La vraie spécificité du marché français, s'il faut en retenir une, plus que les genres musicaux, c'est le fait que les productions françaises sont plébiscitées par le public français. En gros, 80% des productions françaises occupent le top 200. Les 19 des 20 meilleures ventes sont françaises, produites en France. C'est carrément sur la profondeur du top et sur l'intégralité de la conso. À partir de quel volume de vente est-on certifié disque d'or, disque de platine ? En termes d'albums, on est or avec 50 000 équivalents ventes. On est platine avec 100 000. Double platine 200 000, triple platine 300 000, on est diamant à 500 000 équivalents ventes. Quand on parle d'équivalents ventes, c'est parce qu'aujourd'hui sont agrégées les écoutes en streaming payant aux ventes physiques et en téléchargement. Il en reste peu, mais il en reste encore un petit peu justement pour certains répertoires ou pour certains artistes. Donc les écoutes en streaming sont converties en équivalent vente. On prend tous les volumes d'écoute en streaming de tous les titres d'un album, on les additionne. Le titre le plus écouté, lui, est divisé en deux pour éviter l'effet single. Et ce volume de stream est divisé par 1500 pour obtenir des équivalents ventes qu'on ajoute au nombre de ventes physiques obtenues. Un artiste peut-il aujourd'hui se passer des supports physiques ? Et plus largement, que pensez-vous de l'essor du streaming ? Alors, c'est le cas de pas mal d'entre eux, et notamment, justement, on parlait tout à l'heure du succès des musiques urbaines, c'est le cas de certains rappeurs. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des artistes qui sont vraiment à dominante vente physique ne peuvent pas pour autant se passer du streaming, au contraire, doivent le pénétrer le plus possible. Mais oui, il y a des artistes qui effectuent la quasi-totalité de leur score sur le mode des exploitations en streaming. Et clairement, c'est le cas, je disais, de rappeurs, parce que consommer quand même leur musique par un public jeune, moins de 25 ans, qui a une consommation intensive, genre en boucle, il y a pas mal d'artistes qui peuvent faire des scores impressionnants uniquement en streaming. On parle souvent d'un regain d'intérêt pour le format vinyle. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Est-on réellement dans une manière d'écouter de la musique ? Ou s'agit-il plutôt d'un phénomène de mode qui concerne principalement les collectionneurs ? Si on regarde juste ce qui s'est passé depuis 4-5 ans, alors c'est déjà plus un an, c'est plus un épiphénomène. Et ce que je vous dis pour la France, c'est tout à fait valable pour d'autres pays occidentaux, et notamment les US. Sachez qu'aux USA, les ventes de vinyle rapportent plus que les ventes de CD. Bon, chez nous, on n'y est pas encore. Le vinyle représente 28% du chiffre d'affaires du CD. Mais néanmoins, c'est colossal par rapport à il y a 5 ans. Alors, on a pensé que c'était un effet de mode. On vendait moins d'1 million de vinyles par an. Aujourd'hui, on en vend plus de 4,5. Et surtout, le chiffre d'affaires, il y a 5 ans, c'était 12 millions. Aujourd'hui, c'est plus de 51 millions. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, je pense pas que ce soit un effet de mode pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que il y a encore 7-8 ans et avant, le vinyle, c'était un peu l'apanage des collectionneurs, de la nostalgie, des vieux groupes de rock. On rachetait les Beatles ou les Stones en vinyle. Aujourd'hui, truc intéressant, c'est que 40% du chiffre d'affaires du vinyle est généré par les moins de 35 ans. Alors que les plus de 55 ans, eux, ne génèrent qu'un tiers des ventes. Déjà, ça, pour moi, c'est un signe que ça n'est pas un épiphénomène de mode ou de nostalgie. Un tiers des abonnés payants au streaming achètent des vinyles. Je pense que c'est un engouement complémentaire à l'usage totalement dématérialisé de la musique. Je pense que les gens qui sont fans de certains groupes, de certains artistes, ils ont plaisir à avoir un très bel objet d'eux. Tous les genres musicaux sont concernés et surtout toutes les générations d'acheteurs sont concernées aussi. Ce qui me fait dire que non, je ne pense pas que ce soit un épiphénomène de mode. Avez-vous une dernière info ou un conseil à partager avec nos auditeurs qui souhaiteraient débuter une carrière musicale ?
une carrière musicale, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que producteur, je dirais sans hésiter être au maximum connecté sur toutes les possibilités numériques que donne aujourd'hui la technologie, à la fois certes pour produire, mais aussi pour se faire connaître, parce qu'il y a tellement d'opportunités que nous n'avions pas il y a encore 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et je parle pas seulement des plateformes de streaming audio, je parle des nouvelles applis qui permettent tellement de choses et d'aller tellement plus vite toucher du public à l'autre bout de la Terre. Il suffit juste, mais c'est pas rien, de savoir émerger de la multitude de musiques produites. Et je dirais aussi, pour moi, il y a deux jambes sur lesquelles il faut marcher. L'autre jambe, c'est bien comprendre et bien connaître la chaîne des droits, bien connaître les droits liés à la musique aujourd'hui, pour savoir comment bien percevoir les revenus auxquels et les artistes et les producteurs ont droit. Merci à Patricia Saran pour ces réponses précises qui, nous l'espérons, vous auront apporté un point de vue précis sur l'état actuel du marché de la musique en France. On enchaîne avec notre deuxième sujet consacré au streaming. Let's Prod, le podcast de la production musicale. Le streaming est aujourd'hui devenu le mode de consommation de musique le plus important. Du fait de la pandémie, il a connu encore une progression significative de son chiffre d'affaires et pour la première fois en France, a généré à lui seul plus de 80% des recettes globales de l'industrie musicale. Devant une telle croissance, on peut alors naturellement se demander si désormais, les artistes et producteurs peuvent faire le choix de ne diffuser leurs projets musicaux que sur les plateformes de streaming et se passer totalement des supports physiques. Même si le streaming se porte bien, il faut tout de même rappeler que les revenus liés à ce type de diffusion restent encore très faibles. Sur Spotify par exemple, 90% des artistes reçoivent de la plateforme moins de 1 000 € par an et seulement 1% des artistes perçoivent plus que l'équivalent du SMIC chaque mois. Ce niveau de revenu pourrait être jugé trop bas et l'on pourrait être en droit de se dire que cela n'en vaut pas la peine. Cependant, notre monde se digitalise de plus en plus et ne pas être présent en streaming serait une grosse erreur vu la croissance du secteur. En revanche, il faut évidemment avoir une stratégie de diffusion intelligente. Oubliez donc les agrégateurs comme DistroKid ou encore iMusician qui ne vous permettront pas réellement de mettre en avant votre projet. Mais pensez plutôt à contacter des distributeurs digitaux qui, eux, vous offrent la possibilité d'intégrer des playlists et d'être mieux référencés. Nous pouvons citer par exemple Believe Digital ou encore Idol. Certes, ils prendront une commission sur chaque écoute, mais vous aideront à augmenter votre audience. Pensez également à contacter des curateurs. Ces derniers travaillent en général pour des majors et ont la responsabilité de trouver de nouveaux artistes à intégrer aux playlists les plus populaires. Ces playlists ont tout intérêt à trouver du nouveau contenu de qualité pour continuer à attirer des followers. Vous pouvez cibler directement des playlists gérées par des utilisateurs indépendants ou contacter des curateurs pour intégrer les playlists officielles. Dans de nombreux cas, les chaînes musicales YouTube peuvent également vous permettre d'obtenir une bonne visibilité. Un artiste comme le français Petit Biscuit a par exemple généré de nombreux streams sur son morceau Sunset Lover en figurant sur la chaîne YouTube Electroposé, avant que le titre intègre l'une des playlists les plus écoutées de Spotify, Today's Top Hits. Ce parcours révèle bien comment le streaming a permis l'émergence de nouveaux artistes indépendants, même s'il est vrai que la majorité des artistes les plus streamés sont signés en major. En résumé, obtenir une large visibilité et générer des revenus importants uniquement par le streaming peut s'avérer compliqué pour un jeune artiste au début de sa carrière. En revanche, s'il réussit à franchir cette première étape et intégrer des playlists importantes, il devient alors facile de développer son audience et vivre correctement des revenus générés. Enfin, ne négligez pas les supports physiques, car en France, ils représentent encore une part non négligeable du chiffre d'affaires annuel du secteur. En tant que producteur indépendant, il peut être intéressant de les exploiter, notamment par le biais du vinyle, qui est en forte croissance depuis quelques années. Terminons maintenant cet épisode avec quelques conseils utiles pour lancer votre projet musical. Let's Prod. Les jeunes producteurs commettent souvent les mêmes erreurs au moment de lancer leur projet musical. Ils se contentent généralement de mettre à disposition leur titre sur SoundCloud. D'autres passent par un agrégateur pour être présents sur les différentes plateformes de streaming. Le principal problème de cette démarche vient du fait que les titres manquent cruellement de visibilité. Il est donc primordial de travailler chacun de vos titres avant et après leur sortie. Si vous débutez, nous vous déconseillons peut-être de sortir un album complet. Privilégiez plutôt le format single ou EP. Les albums sont en effet plutôt réservés aux artistes qui ont déjà une communauté qui les suit.
Il paraît aussi de plus en plus pertinent de sortir vos morceaux accompagnés d'un clip vidéo, notamment pour YouTube. Désormais, la musique se regarde. Et suivant votre genre musical, ne pas clipper pourrait s'avérer être une erreur de stratégie. De plus, il est aujourd'hui désormais possible d'engager un vidéaste pour un tarif modéré et ainsi utiliser la vidéo comme support de communication. La plupart des majors demandent d'ailleurs aux jeunes artistes un clip en plus d'un morceau parfaitement mixé et masterisé avant de les signer. Pensez aussi à travailler le titre sur vos réseaux sociaux avant même sa sortie. Le jour de la sortie de votre morceau, et si vous souhaitez rester en indépendant, essayez de proposer votre titre à des curateurs dans le but d'apparaître sur des playlists influentes ou bien passer par un distributeur numérique. Et si vous passez par un label, cela ne vous empêche pas de communiquer sur vos pages personnelles Facebook et Instagram. Devant le nombre important de morceaux qui sortent chaque jour, pensez toujours que pour vous différencier en tant que jeune artiste, il vous faudra sortir des titres à fort potentiel. Alors travaillez bien vos morceaux, que ce soit du point de vue mélodique, harmonique, comme au niveau de l'arrangement. Si vous venez de finir une production, demandez-vous objectivement si elle a un potentiel. Essayez de la faire écouter à des professionnels du secteur et à des artistes autour de vous. Si les retours ne sont pas positifs, ne la sortez pas et travaillez encore. Les meilleurs producteurs possèdent de nombreux titres finalisés mais n'en sortent que quelques-uns par an. Vous devez appliquer cette même rigueur à votre projet personnel si vous souhaitez être considéré comme un professionnel. Enfin, ne pensez pas vos projets musicaux comme des morceaux indépendants mais bien comme un univers musical global. Il faudra travailler votre image, notamment sur les réseaux sociaux, votre look, votre direction artistique et évidemment votre identité sonore si vous souhaitez vous démarquer. Un projet musical se construit dans le temps, alors ne brûlez pas les étapes. Travaillez dur, persévérez et ne soyez pas découragés si vous n'avez pas encore les résultats escomptés. Dans de très nombreux cas, le développement d'une carrière artistique passe par des hauts et des bas, et ce, pour les artistes débutants comme pour les artistes confirmés. C'est tout pour cet épisode. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Et en attendant, let's prod! Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son.